d'en bas de la crypte à 3 reprises différentes, et à mon insu, et là je suis de bonne foi absolument, hein. Donc j'ai photographié quelque chose qui se trouvait dans la chapelle latérale en haut à gauche par rapport à moi. Comme une juxtaposition de plans de réalité différentes. Ben oui, ben oui. C'est typique du vortex. Absolument. Est-ce qu'il y aurait une porte induite? Est-ce que, de par le fait qu'il se passe des choses extrêmement curieuses, on peut, je crois, raccorder cela au phénomène des vortex, ces brèches dans l'espace-temps? Mais oui, pour moi c'est ça. Et ce vortex, il se situerait surtout entre les deux pointes. Nous avons le Dromont, mais de l'autre côté, il y a un autre rocher qui actuellement s'appelle le Sabot, mais qui s'appelait le Dromonnet dans le siècle précédent. Et là, il manque quelque chose. Et là où il manque ce quelque chose, il y a un vide. Il y a un vide, il y a un appel. Il y a quelque chose qui manque, et je pense que c'est là le vortex. Les vortex sont souvent associés à des lieux très chargés. Et c'est ainsi qu'il faudra revenir sur l'affaire Théopolis, où l'on rencontre quand même un certain nombre de similitudes avec Rennes, le château. Il y a une histoire de trésor. Il y a de nombreuses observations d'ovnis, et les ovnis ne sont pas absents de la Provence. Ce livre paru aux éditions de Haute-Provence en signale pas mal, un livre peut-être un peu timide, un peu frileux. Enfin, il faut savoir lire entre les lignes. Tout cela crée des convergences. On pourrait dire que il a manqué à Théopolis son abbé Saunière, ou un abbé qui aurait propagé d'autres vérités, d'autres enseignements, d'autres choses secrètes, et qui aurait dépensé sans compter pour que l'on braque les projecteurs de l'actualité sur ces frasques. Ça n'a pas été pris pour Théopolis, qui a gardé beaucoup plus de mystère. Ces vortex sont naturels. Ce sont des phénomènes à la frange du continuum espace-temps. Mais s'il existait des vortex artificiels, si une technologie supraévoluée permettait d'ouvrir la porte, ou des portes, fantastique, science-fiction, pas du tout. Nous l'avons vu dans la cassette Omni USA. Nous avons parlé de la Philadelphia Experiment. Un mot de cette Philadelphia Experiment. Nous sommes en 1943 aux États-Unis, à Philadelphie, comme son nom l'indique, et les Américains, se basant sur les travaux de Nikola Tesla, qui était un super génie, et d'Einstein, décident d'étudier les possibilités de rendre invisible un navire pour qu'il échappe au radar. Et ils choisissent l'Eldridge. Là, après des installations hyper sophistiquées, ce navire et son équipage disparaît brusquement de la rade de Philadelphie pour se matérialiser dans celle de Norfolk, le bond interdimensionnel ou transdimensionnel a été de 640 km. Et de nouveau, après un court séjour, l'Eldridge va se dématérialiser de Norfolk pour venir se rematérialiser dans les installations portuaires de Philadelphie. Alors je vais vous demander ici d'accrocher vos ceintures, de tenir compte que le vrai peut quelquefois n'être pas vraisemblable. Vous allez entrer dans la fantasmagorie la plus délirante et qui est terriblement réelle. Nous avons rencontré aux USA un survivant de l'expérience de Philadelphie. Il l'a vécu, il était à bord de l'Eldridge, il n'était pas seul. Cet homme aujourd'hui s'appelle Alfred Billek, Al Billek. Pourquoi aujourd'hui? Parce que ça n'a pas toujours été son nom. Du temps de l'expérience de Philadelphie en 1943, il s'appelait Edward Cameron. Nous verrons plus loin pourquoi et comment il a changé de nom. Les préparatifs étaient déjà très avancés pour un test sur un bateau de guerre prévu pour le mois de mars. Tesla était un homme très intuitif.
Il a réalisé que les niveaux de puissance qu'il aurait à utiliser pour les champs magnétiques et électriques étaient si énormes qu'il y avait un risque sérieux de dégâts corporels et que l'équipage pouvait même être tué. Donc il est allé voir la marine pour demander plus de temps en disant « Je suis sûr d'arriver à résoudre le problème, mais j'ai besoin de plus de temps. » La marine a répondu que la guerre continuait. C'était une réponse typique à l'époque. Faites ce que vous avez à faire, vous devez respecter la date de l'essai. Donc nous avions le choix, soit tester l'équipement tel qu'il était et espérer pour le mieux, soit saboter le test. Il était très concerné par la sécurité de l'équipage. Donc, le jour du test, il mit le matériel en marche et rien ne se passa, à part quelques lampes qui éclatèrent parce qu'elles étaient mal chargées. Il dit que le test était un échec. Il y avait un homme très doué qui s'appelait le docteur Joseph von Neumann. Donc le docteur von Neumann devint le nouveau directeur et dit immédiatement à la marine que ce serait trop long de trouver ce qui n'allait pas et qu'il préférait reconcevoir le système en entier. Alors dans cette affaire, il y a une image qui émerge, c'est celle de John von Neumann, qui est un scientifique de très haut niveau puisqu'il devait travailler ensuite à l'opération de la bombe atomique à Los Alamos. Von Neumann va écarter Tesla. Tesla, dont voici une remarquable biographie classique, parue chez Belin, fort intéressante. C'est lui qui a construit un récepteur radio géant pour RCA, la Radio Corporation of America, qui était la chaîne numéro 1. Ce récepteur, avant qu'il ne le confie à RCA, lui avait permis de capter des messages extraterrestres, d'une espèce humanoïde qui venait des Pléiades, ou d'une confédération de mondes de la région des Pléiades, la région cosmique des Pléiades. Il communiquait. Certains disaient qu'il comprenait une langue étrange que parlaient ses interlocuteurs d'ailleurs. Il a donc été éliminé, mais nous retrouvons dans les années-lumière cet ouvrage de Gary Keener, paru aux éditions Arista. Nous retrouvons ces êtres des Pléiades qui délivrent ici des messages. Nantis d'un savoir venu des étoiles, d'un autre monde cosmique, Tesla savait que l'expérience risquait de mal tourner. J'étais monté à bord avec mon frère Duncan Cameron. Je ne m'appelais pas Al Bielek à cette époque, mais Edward Cameron. J'étais né le 4 août 1916, Duncan en mai 1917. Notre père était Alexander Duncan Cameron Sr., qui était lui aussi dans la marine. Nous étions à l'intérieur du poste de contrôle, derrière un blindage en acier. Les portes aussi étaient blindées. Tout a été normal pendant 30 secondes, et puis nous avons vu les tubes électroniques éclater par vagues. Il y en avait 3000 pour contrôler les bobinages générant les champs. Avec l'interrupteur principal, nous avons tenté de couper l'alimentation, mais les manettes étaient figées et nous n'avons pas pu les bouger. Les conditions se sont aggravées dans le poste de contrôle et nous avons décidé qu'à ce moment, il était temps de partir. Nous avons ouvert la porte blindée et couru dehors. Sur le pont, les marins paniquaient, mais personne n'était encore incrusté au pont à ce moment-là. Tous les deux, nous avons eu un éclair de génie. Sautons par-dessus bord. Nous sommes passés au travers d'un étrange phénomène, qui ressemblait à un tunnel avec des éclairs de lumière ou quelque chose de ce genre-là. D'après ce que nous avons pu estimer, cela a duré 2 minutes. Nous nous sommes relevés sur de la terre ferme, pas dans l'eau, de nuit, dans une sorte de périmètre militaire. On savait qu'on était sur une sorte de base militaire. Des hommes de la police militaire nous ont amenés dans un bâtiment où nous avons pris un ascenseur. Nous avons descendu plusieurs niveaux vers une installation souterraine. Les portes de l'ascenseur se sont ouvertes et nous avons été accueillis par un civil. Il nous dit alors « Bienvenue messieurs, je vous attendais. Je suis le professeur von Neumann. » C'était en 1983, comme nous nous en sommes rendus compte plus tard.
J'ai demandé « Qui êtes-vous » ? Vous ne pouvez pas être le docteur von Neumann, car il est beaucoup plus jeune et nous l'avons quitté il y a à peine 1 heure. Il nous a répondu « Nous ne sommes pas en 1943, mais 1983, 40 ans plus tard, et je suis le même homme plus âgé de 40 ans. » On était là depuis 12 heures quand il va nous parler. « Messieurs, nous devons vous renvoyer vers l'Eldridge. » Je lui demandais comment il allait faire ça. Il a répondu « Nous avons une maîtrise totale de l'espace-temps, ici, au projet Montauk. Vous devez retourner là-bas et détruire l'équipement, car nous ne pouvons pas le contrôler d'ici. Les générateurs fonctionnent toujours sur l'Eldridge, et il est coincé dans une bulle de l'hyperespace. Donc, nous devons vous renvoyer là-bas, et vous devez détruire l'équipement pour que le bateau retourne à son époque normale dans les installations navales de Philadelphie. » Donc ils nous ont renvoyés. Nous sommes arrivés sur le pont du bateau. Nous avons trouvé l'accès à un poste de contrôle et avons détruit l'équipement. Les générateurs ont commencé à s'inverser. On a su que c'était terminé à ce moment-là. On est sorti du poste de contrôle pour retourner sur le pont. Et c'est là que nous avons vu les 2 hommes incrustés dans le pont de métal et 2 autres mélangés au blindage. Un 5e avait la main prisonnière dans l'acier. Je suis passé au-dessus de l'un d'eux qui avait la tête et les bras qui sortaient du métal. Duncan a vu toute cette panique, ses jambes mélangées à l'acier, et il m'a regardé l'air de dire « Viens avec moi ». Alors il a sauté et a disparu. Les champs ne s'étaient pas encore effondrés, et il est retourné en 82-83 au projet Montauk. Suite à cette aventure, Edward Cameron va rejoindre le professeur von Neumann à Los Alamos en juillet 1944. 3 ans plus tard, le 4 juillet 1947, il va être arrêté, Cameron, accusé d'espionnage. C'est faux, bien sûr. Mais on l'élimine. Et il va connaître à ses dépens que les technologies de manipulation de l'espace-temps sont aux mains des militaires. Il en aura la preuve, car il va être précipité au Montauk Project, qui est situé à Long Island, qui est une île pas loin de New York. Et là, c'est le fantastique qui l'attend. Donc on m'a emmené à Montauk. Il y avait une base navale là-bas. Après plusieurs heures, on m'a dit de rester debout sur un cercle, dont on parle dans le livre sur Montauk. J'étais entouré de militaires qui m'ordonnaient de ne pas bouger. Il y avait 75 personnes armées autour de moi. Et puis soudain, je n'étais plus là. J'étais de retour au projet Montauk de 1983 dans les souterrains. Von Neumann me dit « Je n'aime pas ce qui va se passer. Ils vont vous renvoyer en arrière dans le temps, effacer votre mémoire et vous mettre dans une autre famille. Vous allez tout recommencer avec une nouvelle vie. Ils ont l'espoir que vous ne vous rappellerez jamais de ce qui s'est passé et que disparaîtront la mémoire et la personnalité d'Edward Cameron. » Cameron est renvoyé dans le passé. Il régresse, il a 1 an. Et il est pris en charge par une famille qui ne s'appelle pas Cameron, mais qui s'appelle Bilek. C'est là qu'il va devenir Bilek. Il a 1 an. Vous imaginez, une technologie de translation dans le temps. C'est pas de chez nous. Dans cette étrange affaire, l'attitude de Tesla est celle d'un homme sage. Les contacts qu'il a eus avec les Pléiadiens, bien sûr, il ne s'appelait pas comme ça, c'est nous qui avons donné les Pléiades, le nom à cette constellation, semblent être des êtres soucieux de nous éviter quelques problèmes graves, puisqu'il a tenté de sauver l'équipage de l'Eldridge. Il y avait donc, semble-t-il, 2 influences. L'une bénéfique, Tesla, qu'on a écarté, et d'autres. Est-ce qu'il s'agissait des gris? Je n'en sais rien. Mais une influence négative s'est manifestée qui a fait prévaloir des recherches militaires sans trop se soucier de sauvegarder ceux qui y participaient dans l'expérience de Philadelphie. Et tout ceci lié à des déplacements dans l'espace, mais aussi dans le temps. Et c'est ça qui nous gêne. Oh, on prend un avion, on prend un bus, un taxi, on s'en va en voyage. Mais dans le temps. C'est fou. Ça ne tient pas debout. C'est de la science-fiction. Je crois que non. Nous avons eu, et je le prends pour tel,
un exemple historique d'un personnage qui a existé pendant 172 ans. On le voit à cheval sur 2 siècles, fréquentant les plus grandes cours d'Europe, étant invité aux tables royales, ne mangeant jamais. On n'a jamais vu manger cet homme. Il consentait à boire un petit peu, quelques gouttes d'eau associée à de la grenadine, je crois, ou de la framboise, peu importe. Cet homme, c'était le comte de Saint-Germain. Cet homme qui sait tout et qui ne meurt jamais, disait Voltaire. J'ai consacré ce roman, La caverne du futur, au comte de Saint-Germain. Alors, le comte de Saint-Germain, voyageur temporel, hypothèse gratuite, et non. Parce que M. de Belle-Île, qui était un ami du comte de Saint-Germain, nous apprend qu'il utilisait, ou qu'il avait au moins une fois utilisé pour sauver sa vie, un pistolet philosophique. Et que faisait-il ce pistolet? Il projetait un flash de lumière et les gens étaient paralysés. Cette arme que tous les arsenaux du monde recherchent, une arme paralysante, nous sommes certains, nous les chercheurs, j'allais dire parallèles. Non, nous sommes à l'avance. Les chercheurs avancés, nous avons la certitude qu'elle existe déjà dans le temps et que nous allons un jour, nous aussi, la découvrir. Comme nous découvrirons beaucoup d'événements fantastiques, beaucoup de réalisations étonnantes et beaucoup de choses que nous retrouverons un jour dans une autre recherche sur les univers parallèles ou les vortex.